l'après-midi. On ne vous avait pas prévenu que Montréal avait des pluies diluviennes. Eh bien, nous avons également des moments dignes des grandes météos tropicales. Alors, pour ceux et celles qui se joindraient à nous aujourd'hui, peut-être pour la première fois, je suis Ariane Lemont, je suis commissaire à l'Office de consultation publique de Montréal et je suis aussi l'animatrice principale de cette belle conférence donc, de l'Observatoire international de la démocratie participative. J'espère que vous allez bien. Quand je pensais ce matin à ce que j'allais vous dire et je me disais, ici la météo est très instable et créative, elle est de plus en plus poussée vers les extrêmes et nous demeurons un climat dit tempéré. Mais comme le disait le maire de Montréal vendredi, ici, nous n'avons aucun doute sur le fait que des changements climatiques importants sont en cours. This is not fake news, as they say. On est dedans. Alors, avant de débuter notre conversation avec Alexandre Jardin, je vous rappelle que nous avons la joie de bénéficier du travail d'interprète. Donc, si vous parlez français, vous écoutez M. Jardin. Si vous parlez if you speak English, please set number 1. Si ustedes hablan español, diga número 3. Si vocês falam portugués, diga número 4. Nous sommes en direct sur Facebook et sur le site web de la conférence. On vous invite bien sûr à partager votre expérience sur Twitter et Instagram. Donc, au mot-clic dièse OIDP 2017. J'aimerais aussi profiter de l'occasion pour dire à tous les participants et les participantes qui sont portugais ou qui ont des proches au Portugal, combien nous sommes dévastés par les nouvelles de tous ces décès dus aux grands incendies qui sont en cours au Portugal, dans la grande région de Lisbonne, un peu au nord. Recevez toutes nos sympathies et notre solidarité. Alors, vous êtes venus entendre Alexandre Jardin. Eh bien, vous ne perdez rien pour attendre. Je vais lui demander de venir me rejoindre. Monsieur Alexandre Jardin. C'est une grande joie de vous recevoir. Un vrai Français. Il laisse la dame s'asseoir. C'est extraordinaire. C'est à ça que ça se reconnaît. Entre autres. Faut-il le présenter? Immense romancier, célébré, célèbre, qui, au fond, est connu en France, énormément au Québec, assez qu'on se demande s'il va finir par déménager ici. Il est certainement très connu dans la francophonie. Vous le savez, c'est une coqueluche des médias. Mais il a choisi, il y a une dizaine d'années, un peu plus, une quinzaine maintenant, de réfléchir à la situation de son pays et, depuis peu, de mettre sa notoriété au service de l'action citoyenne, de la mousser, de la valoriser par tous les moyens. Il a pris son bâton de pèlerin pour sillonner son pays et mesurer combien ses concitoyens avaient souvent de bien meilleures solutions aux problèmes qu'ils rencontrent que ce que les programmes gouvernementaux mettent de l'avant. Et il a emboîté le pas, il a mis en place plusieurs associations, il a imaginé des programmes sociaux comme Lire et faire lire, dont il vous parlera sans doute, et fondé des mouvements citoyens et des plateformes de contact entre les différentes associations. Je vous prie vraiment déjà de l'accueillir chaleureusement.
Alors, son dernier essai, Révoltons-nous, 1 + 1 + 1. Évidemment, je l'ai lu et je me disais que ce qui m'intéressait de savoir d'entrée de jeu, c'est quel avait été le déclencheur de cette implication du romancier qu'on qualifiait beaucoup de bonne humeur, la légèreté, le rêveur, et tout à coup, on a affaire à un citoyen qui muscle sa parole. Je me demandais quel avait été le déclencheur de ce revirement d'Alexandre Jardin. C'était à la fin des années 90. En France, on a eu une première montée de l'extrême droite, du Front National. Et il était de bon ton dans les médias de dire que tout ça, c'était des gens qui pensaient mal et qu'au fond, on s'interrogeait très très peu sur les motifs profonds. Qu'est-ce que ça voulait dire? Et déjà, à la fin des années 90, pour moi, il y avait une évidence, c'est qu'on avait pris en France l'habitude de virer les gouvernements. Tous les 5 ans, avec une constance absolument... tout simplement parce que les résultats n'étaient pas là. Et je me disais que si on ne règle pas les problèmes d'un pays, il y a un moment où forcément les extrêmes arrivent. Forcément. Et c'est vrai qu'en France, elles n'ont pas cessé de monter. Vous avez une distorsion gigantesque entre l'image médiatique, qui en ce moment vend Macron, mais dans la réalité, au premier tour des élections présidentielles, il y a eu 1 Français sur 2 qui a voté pour les extrêmes. C'est quand même énorme. C'est énorme. Et donc, à la fin des années 90, je m'étais dit, si de simples citoyens ne se mettent pas en route pour radicalement changer les méthodes même de gouvernement, ça ne va pas venir d'en haut. Et j'étais, moi, très sensible à ça parce que, pour des raisons familiales. Oui, bien, je vais vous entendre parler parce qu'une des choses que j'ai lues, le roman Desjardins, qui est un roman autobiographique, disons ça comme ça, dont la première phrase m'a beaucoup fait sourire. Les premiers mots du roman sont « Pendant plus de 15 ans, je me suis déçue. Et je me suis demandé si, au fond, cette implication d'un homme qui n'avait pas besoin de chercher un autre type de notoriété n'avait pas à voir avec une sorte de rachat ou avec une sorte de rédemption, en tout cas quelque chose qui ferait que vous seriez désormais davantage fier de vous. » Si. Si, parce que je sais que pour des raisons familiales, personnelles, je sais que quand on ne règle pas les problèmes d'un pays, il arrive n'importe quoi. Mais il arrive. Vous faites référence à quoi? Et je fais référence à mon grand-père, qui a été le bras droit, le directeur de cabinet du chef du gouvernement, collaborateur à Vichy. Pendant les 2 pires années, en 1942-43, c'était vraiment le cœur de la collaboration d'État la plus terrifiante. Si vous aviez rencontré mon grand-père, vous l'auriez trouvé charmant, bien élevé, pas du tout terrifiant. Il n'empêche que le soir des grandes rafles du Veldiv et autres, il est aux commandes de l'État. Il est le bras droit. En France, un directeur de cabinet de chef de gouvernement, c'est la personne qui prépare la décision, qui la fait exécuter. C'est la personne qu'on ne voit pas, mais qui fait. Vous ne connaissez pas actuellement le nom du directeur de cabinet de Macron, mais c'est la personne qui exerce la réalité du pouvoir, au quotidien. Voilà. Donc c'était grand-père, à l'époque des grandes rafles. Donc, tout le comportement des Français au cours des années 30, en face de la montée des fascismes, du nazisme, l'extraordinaire inconséquence des Européens, un jour, ça arrive à ça. Voilà. Donc, je sais que ce n'est pas uniquement dans les livres d'histoire, je sais que ça arrive dans nos familles.
Et que quand ça arrive dans nos familles. C'est un phénomène familial. Et que ça coûte très cher à l'intérieur d'une famille. D'abord parce que ce sont des régimes terrifiants, qui évidemment font des morts, mais ce sont... En fait, je sais à quel point c'est grave. Voilà. Donc je m'étais dit, tu ne peux pas juste continuer à écrire des romans au moment où quelque chose risque de se passer en Europe. Le visage de votre pays changeant trop. Vous vous êtes inquiété. Oui, j'ai eu peur à raison. Et j'ai peur à raison. Parce que le réel n'est pas ce qu'on voit sur les couvertures de magazines. Vous avez peur de quoi? Du désenchantement de la démocratie représentative ou de la non-visibilité de la démocratie participative qui, en France, comme au Québec, comme au Portugal, comme dans tant d'autres pays dont on a entendu parler depuis 2 jours, est terriblement foisonnante et prospère, quelque part. Oui. Pendant qu'on parle, là, aujourd'hui, c'est la fin du 2e tour des législatives en France. J'ai regardé sur mon téléphone, avant de monter, le chiffre de la participation sera ce soir... 7,5. Non, 35 points. Enfin, il sera historiquement... Le plus bas. Le plus bas. Alors, il y a plein de gens qui disent parce qu'il fait chaud. Non. La vraie vérité, c'est que, pour vous resituer des chiffres, au premier tour en tout cas, si vous regardez en pourcentage des gens inscrits sur les listes électorales, le parti majoritaire a obtenu 15,4% des gens inscrits. Et risque de se retrouver avec une majorité spectaculaire. Ce soir, compte tenu de la participation qui va être encore plus basse, ça veut dire que le parti majoritaire représentera à peu près 12% des gens inscrits. Si vous retirez encore, il y a à peu près plus de 10% des gens qui ne sont pas inscrits, ça veut dire, et si en plus vous retirez les Français qui n'habitent pas en métropole, etc., vous arrivez à moins de 10%. Quand vous allumerez vos sites internet lundi, vous verrez des gros titres qui vous diront « Vague Macron ». Pensez à moi. Vous allez voir que ça sera écrit partout. « Vague Macron ». C'est déjà écrit depuis déjà 2 semaines. 10%. Mais... Donc c'est un problème. Donc c'est pas un problème de Macron. Non. C'est un problème qui est beaucoup plus sérieux. Et qui est beaucoup plus large que la France. Rappelons-nous qui est général. Que Donald Trump a été élu par 22% de la population américaine, si on enlève les gens qui ne sont pas allés voter. Oui. 22% de la population américaine. C'est pas lourd. Oui. Alors, donc, vous êtes concerné par ça. On est dans un contexte de crise qui s'additionne. Qui est un problème systémique. Oui. Alors, vous parlez d'un grand changement à opérer, d'un changement de mentalité. Dites-nous en quelques phrases, là où vous... Et élargissez à l'extérieur de la France, oui. Comment la démocratie participative pourrait mieux jouer son rôle? Alors, d'abord, pourquoi est-ce qu'elle ne joue pas plus de rôle? Parce qu'elle repose quand même sur le fait de s'estimer soi-même. Parce qu'elle n'est pas estimée par les... Non, de s'estimer soi-même en tant qu'individu. Elle doit s'estimer davantage. Non, pas la démocratie. Les gens. Aha. Les gens. Et au fond, il y a derrière la démocratie représentative une structure psychique dont on est les héritiers, où les citoyens, au fond, se disent « Tiens, il y a des gens qui savent. Ils sont planqués dans les coins, ils ont fait des études, ils sont issus des grandes écoles, ils savent. » Et comme moi, citoyen, je ne sais pas trop, je n'ai pas beaucoup d'estime pour mon propre point de vue, ça a fonctionné. Mais ce légitimisme du citoyen qui respecte les gens d'expérience, même si l'expérience est l'expérience de l'échec. Pourquoi de l'échec? Parce que en France, par exemple, on est complètement ambivalent. On a une école qui s'appelle l'ENA, qui est l'École nationale d'administration, qui produit toute la classe dirigeante administrative.
on ne fait pas dans le détail en France, c'est tout qui sort d'une école. Et les Français n'aiment pas les énarques, mais ils aimeraient bien que leur enfant entre à l'ENA. Parce que c'est encore prestigieux. On est complètement ambivalent. Hein. Donc, le premier problème, c'est la valorisation de soi-même. De soi-même. C'est je compte. Je dois d'abord compter à mes propres yeux. Et ce n'est pas du tout évident. Ça n'a rien d'évident. Quand en France vous êtes, et je suppose que c'est comme ça dans plein de pays, quand vous êtes dans une école par exemple et qu'un ministre de l'Éducation rentre, spontanément, sans qu'on leur demande, les Français se lèvent comme des enfants. Hop, ils se mettent debout. Je l'ai vécu de nombreuses reprises. C'est culturel. Papa rentre. Papa État. Et donc cette structure psychique, on ne va pas la balayer d'un coup. Hein. Et puis ensuite, je pense qu'on a tous fait, tous ceux qui sont passionnés par la démocratie citoyenne, je pense qu'on a tous fait une grosse erreur. On a eu tendance à la réduire à un débat sur la consultation des citoyens pour la prise de décision. Et on s'est engouffré là-dedans, avec bonne foi d'ailleurs. Et on a omis la deuxième jambe de la démocratie citoyenne et participative, qui est l'action. Or, ce que nous allons faire, je peux vous dire ce qu'on va faire en France, on va muscler la deuxième jambe. Et les exercices ont commencé. Ils ont commencé, c'est-à-dire qu'on va multiplier à grande échelle des programmes citoyens réglant les problèmes du pays. On n'est pas citoyen que parce qu'on participe à un processus de décision, on est citoyen si on fait quelque chose de très concret qui répare le pays, d'utile. Et à ce moment-là, vous avez infiniment plus de gens qui s'impliquent, puisque les gens s'impliquent par centre d'intérêt. Je vais vous prendre un exemple très précis d'un programme que j'ai construit en France, avec beaucoup de partenaires, qu'on a construit. En France, on a un enfant sur 5 qui ne maîtrise pas l'écrit à l'entrée au ce qu'on appelle, nous, le collège, à la fin de l'école primaire. 20%. Donc des enfants qui ont facilement 12 ans. Oui, c'est un naufrage. Aucune économie développée ne peut continuer avec un chiffre pareil. On a trouvé une solution qui est très très simple. Et quand je dis on, elle ne vient pas de moi. On a trouvé une solution de terrain dans la ville de Brest. En 1999, je suis tombé sur l'Office des retraités de Brest, l'organisation municipale qui s'occupe des retraités. Ils embarquaient leurs retraités dans les écoles primaires et les écoles maternelles. Je ne sais plus comment ça s'appelle ici. Les écoles maternelles. Oui, mais... des CPE, voilà, les garderies oui, aussi. Voilà. Okay. On commence avant, tout petit. Oui, tout petit. Les anciens débarquent dans les écoles, transmettent le plaisir de la lecture dans des séances de 20 minutes, une demi-heure. Petit groupe de 4-5 mômes pour que les enfants voient les images. Un moment pour eux, un moment d'écoute, un moment de partage. Ça n'a l'air de rien, mais ça fabrique un pays de lecteurs. Et nous obtenons de cette manière-là quelque chose qu'aucune loi et que l'État ne peut pas obtenir, parce que vous n'allez pas faire une loi disant « tout enfant jouira devant des livres ». La transmission du virus du plaisir se fait de singe à singe, d'animal à animal. Donc l'IRE Faire Lire aujourd'hui en France s'occupe de 750 000 enfants. Dans une centaine de départements. Dans l'ensemble des départements français. Donc ça marche partout. On va muscler ça en coopération avec l'État, en coopération avec un maximum de communes, enfin en coopération avec tout le monde, de manière à ce qu'on arrive à 7 ou 8 millions d'enfants. Ça va être une très grande réforme citoyenne dont le carburant sera les citoyens qui vont s'engager dans leur commune, dans leur quartier. Vous voyez que c'est loin du processus de décision, c'est de l'action. Et là, je pense qu'on arrivera à trouver, non pas 20 000, mais 100 000 personnes. Et quand on aura doté le pays d'une bonne vingtaine de programmes de cette taille-là, nous aurons des outils citoyens. Et en fait, les citoyens seront acteurs
du règlement de nos problèmes. Et pour moi, c'est ça l'avenir véritable, c'est ça qui va nous faire passer dans un tout autre système, c'est la multiplication des actions, et pas seulement des processus consultatifs. D'accord, je pense que vous avez été bien entendu. Vous dites, il faut cesser d'imaginer quand un gouvernement, que ce soit chez vous, ici, aux États-Unis ou ailleurs, arrive avec ces nouveaux programmes, qu'on va finir par régler mieux les problèmes sociaux. Ce qu'il faut, c'est un changement plus profond dans la manière de faire. Vous dites, j'aimerais me souvenir... Dans la méthode même. Dans la méthode, dites-vous. Il faut changer de méthode. Alors, expliquez-nous quel est ce type de méthode applicable à un bon nombre de pays. Le processus, en fait, que l'on va pousser en France est applicable dans n'importe quel pays. Quand vous avez un problème, en France, on a un chômage massif des jeunes. Bon. Si vous réfléchissez de manière traditionnelle, vous nommez un gouvernement, vous avez plein d'énarques qui arrivent en rang serré dans les cabinets, et pas parce qu'ils sont méchants, mais parce qu'ils ont été éduqués comme ça, ils vont imaginer des solutions qui vont être ce qu'on appelle en France des dispositifs. Des programmes. Oui, mais c'est-à-dire des choses très normées. Oui. Décidées à Paris. Ils vont venir avec des solutions à base de normes, de dispositifs et de lois. Parce que, j'insiste, il n'y a pas un méchant quelque part. Oui, je comprends. C'est Hulot, ça fait société civile. C'est un leader écologiste qui vient en plus de l'action de la société civile. On le connaît. Bon. J'ai eu la curiosité, vous pouvez regarder sur votre téléphone, tapez directeur de cabinet de Hulot. Il y a une fille qui vient du Conseil d'État, qui est un parfait énarque. Donc même quand vous mettez Hulot... Il est contrôlé par des énarques. Oui. Alors, parlez-nous de la méthode. La méthode, oui. Ben c'est de faire l'inverse. C'est-à-dire de chercher les solutions existantes déjà sur le territoire, ou à l'étranger, peu importe d'où ça vient, de regarder ce qui marche, de partir d'en bas et de construire les politiques nationales à partir d'opérateurs de terrain. Mais pour ça, il faut quelqu'un qui aille vendre ça au pouvoir en place, et c'est un peu le rôle que vous vous êtes donné. Ben, par exemple, lire et faire lire, ça vient du terrain, ça vient de Brest. Ensuite, moi j'ai assuré l'extension nationale en fédérant deux grandes associations françaises qui s'appellent la Ligue de l'enseignement et l'UNAF. Du coup, on s'est implanté. On s'occupe donc aujourd'hui de 700 000 gamins, 750 000. Mais l'objectif, c'est de changer le pays. Du coup, je suis en ce moment en train de discuter avec l'actuel ministre de l'Éducation pour qu'on assure une extension complète. C'est technique, c'est du boulot, hein. Mais à ce moment-là, plutôt que de faire un grand discours sur la participation citoyenne qui va faire bâiller tout le monde, on va faire un truc concret qui va réjouir tout le monde. Parce que ça va fonctionner dans l'école de votre quartier. Ça va impliquer donc un monde fou. Il va y avoir des millions de gamins qui vont en bénéficier, donc des millions de parents et des grands-parents tout contents. Donc ça, c'est bon pour l'éducation dans la mesure où... Mais tous les sujets. Tous les sujets, à votre avis. Tous. Mais pour ça, il faut à la fois... Mais partir du terrain, de l'intelligence collective. Mais, Monsieur Jardin, ça fait quand même 45 ans qu'il y a, au Québec comme ailleurs dans le monde, plein de mouvements associatifs qui font des choses valables, qui ont porté fruit. Et on l'a dit au cours de ces rencontres, quand il y a des changements de régime, même si certaines mesures ont été intéressées, implantées, oups, la nouvelle personne au pouvoir peut faire tomber ces choses. Comment on se protège des changements de gouvernement, même quand il y a des idées fabuleuses qui ne sont pas, comme vous le prônez, inscrites dans des lois? Par exemple, les budgets participatifs, on en a parlé. Les gens aiment s'impliquer dans la décision d'où ira leur argent, mais si ce n'est pas inscrit quelque part, le nouveau gouvernement en place peut dire au moins je vais faire ça autrement. Alors je pense qu'il faut, pour sécuriser,
il faut assez rapidement que les grosses solutions soient mises en place à une telle échelle que les défaire devient compliqué. OK, il faut un raz-de-marée citoyen. Mais donc, je préfère un raz-de-marée ciblé sur des actions ciblées qui, à un moment, vont faire partie du paysage et il ne viendra plus à l'esprit de personne de casser ça. Si vous avez 100 000 retraités dans l'Irer faire lire, je souhaite bien le bonjour à un gouvernement pour déboulonner ça. Si vous avez 500 000 étudiants impliqués dans un programme de soutien scolaire aux collégiens et lycéens, et que c'est intégré au cursus universitaire, je ne vois pas quel gouvernement pourra le casser. Parce qu'au bout d'un moment, ça va faire partie de la vie, quoi. Donc, je pense que la seule sécurité, c'est d'avoir une pédagogie par l'action concrète. Alors, si je vous suis bien... Mais sur toutes les questions. Oui, je comprends. Il n'y a pas de problème, en fait. Oui. Financière, oui. Les grands enjeux du logement, de la santé, tout ça. C'est inouï, le nombre de sujets qu'on peut traiter comme ça. Parce que l'expertise existe au terme. Parce qu'il y a des gens intelligents partout. Mais je voudrais reprendre, vous avez employé un mot. Vous avez dit des associations. Oui. Or, je ne parle pas d'associations. La créativité, vous l'avez dans le monde économique. Bien sûr. Dans les entreprises, dans les organisations économiques, vous avez une créativité débordante dans les mairies, donc les pouvoirs publics locaux qui expérimentent un nombre de trucs incalculables. Vous avez une énorme créativité dans l'administration qui est totalement invisible parce que quand vous sortez du rang un peu, on vous emmerde. Ligne de parti ou... Mais ça existe. Je me suis beaucoup penché en France sur la créativité de la gendarmerie. C'est hallucinant. Simplement, comme ils ont des règles de communication très strictes, personne ne le sait. Je peux vous prendre un exemple ? Bien sûr. Dans le département du Gard, dans le sud de la France, il y avait d'énormes problèmes d'incivilité dans des collèges, où il y avait d'énormes problèmes entre communautés gitanes et musulmanes. De grosses tensions, avec des associations de parents d'élèves qui gueulaient, enfin, poudrière. Il y a eu un gendarme, un major, qui a eu une idée assez simple. Il a monté un programme avec les principaux des collèges, les directrices des collèges, un programme de rappel à la loi devant des gendarmes, dans l'établissement, avec lecture du Code civil junior et lecture des peines déjà prononcées, et toute une mise en scène, dans les 48 heures. Ils ont mis ça en place pendant 5 ans. 80% des jeunes qui sont passés devant cette procédure, sans dépôt de plainte, mais avec un décorum, n'ont pas été revus par les gendarmes. Ce qui veut dire que les incivilités dans toute cette zone du Gard ont baissé de 80%. Simplement par la transparence. La mise en scène. La mise en scène et la transparence, la mise en scène. Et j'ai dit aux gendarmes, mais les 20%, vous en faites quoi ? Et il m'a dit, on les connaît. Donc les services sociaux peuvent se concentrer, donc on peut faire un suivi efficace des autres 20%. Bon. Ça, c'est des gendarmes. Donc en fait, pour revenir au mot que vous avez employé, la créativité de la société est dans les administrations, dans le monde économique, dans les mairies, elle est partout. Chez des simples citoyens qui n'ont même pas fondé d'association, qui ont pris des initiatives, elle est à l'intérieur des syndicats qui font des choses complètement inattendues. On a un syndicat réformiste en France qui s'appelle la CFDT, qui fait des forums pour l'emploi dans les quartiers difficiles pour les jeunes qui n'ont pas, dans leur famille, qui n'ont pas de relation pour trouver du boulot. Ils font des forums. Leur idée est très simple. Les syndicalistes connaissent très très bien les directeurs des ressources humaines des entreprises puisqu'ils négocient les contrats de travail. Du coup, ils font venir les sociétés dans lesquelles ils travaillent. Ils font venir les DRH. Les DRH pour... les directeurs des ressources humaines. Merci. Du coup, ils font venir énormément d'entreprises dans les quartiers difficiles. A priori, ce n'est pas le métier d'un syndicat. Donc vous avez toutes sortes de canards bizarres. Nous, on appelle ça des zèbres.
C'était des animaux bizarres qui, dans l'administration, dans l'armée, il y en a partout. Des transformateurs sociaux en puissance. Il y en a, mais pas association. Oui, il faut vraiment quitter ce modèle-là. D'accord. Parce que sinon, on passe à côté d'une grande partie de l'invention. Mais s'il y a tout ce monde-là, puis il y a des décideurs en haut, et que le contact ne se fait pas, il va falloir vous cloner à combien d'exemplaires pour réussir à ce que la connexion se fasse? Parce que finalement, vous semblez dire que ce n'est pas le gouvernement en place chez vous comme ailleurs qui tout à coup va changer sa manière de voir. Alors, la stratégie qu'on va appliquer, et j'invite tout le monde à le faire dans son propre pays, comme il s'agit d'un changement de système, si vous faites un mouvement politique, ce qu'on a fait, nous, ça vous donne une audience à un moment, au moment des élections. Si vous vous débrouillez mieux et que vous pouvez gagner une élection, mais ça ne veut pas dire que vous allez changer le système. Du coup, nous, ce qu'on va faire là, dans les 5 prochaines années, on va multiplier les initiatives de manière à ce que la classe politique dans son ensemble, toutes couleurs confondues, y voit son intérêt. Parce que si les politiques, vous n'allez pas faire disparaître les politiques, il faut bien qu'ils existent dans un pays. Il faut qu'ils y voient leur intérêt. Et qu'ils se disent, tiens, par les voies classiques, je n'ai pas d'électeurs, mais par ce mode d'implication des gens, eh bien, les gens viennent sur des thèmes utiles. Là, ce qu'on va faire massivement en France avec Lire et faire lire, à mon avis, quand on aura réussi... Mais surtout les autres ministres vont bien voir que le ministre de l'Éducation aura réussi un coup. Donc, c'est tout un travail. Il faut qu'on arrive à faire en sorte que progressivement, dans tous nos pays, l'ensemble de la classe politique, au lieu de la diaboliser et de leur dire pique-pendre, il faut qu'on arrive à leur faire comprendre que c'est leur intérêt de fonctionner comme ça. Donc, et médiatique, leur intérêt médiatique. Médiatique, oui, bien sûr, et électoral. Donc, en plus de vouloir influencer la société civile et tous ces zèbres, comme vous les appelez, qui ont de très bonnes idées. Et vous en avez beaucoup, vous, ici, au Québec. Oui, nous, on fait pousser les zèbres depuis des décennies au Québec. C'est une réserve. Oui, c'est une réserve de zèbres. Mais, vous le savez sans doute, Monsieur Jardin, il y a 2 ans, ici, les grands organismes de concertation citoyens ont été abolis par le gouvernement qui a été élu. Alors, les bonnes idées qui ont fait avancer des régions, des localités, des villes défavorisées, des coins de villes défavorisés, ont été mises à mal. Oui, donc, si je vous suis, influencer d'une nouvelle manière, c'est un des rôles, et montrer que les actions portent et peuvent être, répliquées. Oui, répliquées. Et d'autre part, là, ce que je veux savoir, c'est quels seraient alors les nouveaux rôles de l'État dans votre nouveau brassage des cartes? Inévitablement, nous allons devoir le décentraliser. Si vous gardez un État central puissant, de facto, vous donnez le pouvoir à la technocratie. Et donc, vous donnez de facto le pouvoir à des gens qui vont réfléchir non pas à partir du réel, mais à partir de moyennes mathématiques. Donc, des folies. C'est le cas de la France. Donc, si on veut des acteurs réellement impliqués, il faut que le centre de gravité de la décision de nos pays baisse. Donc, qu'il n'y ait plus de décisions qui soient prises régionalement. Infiniment plus. D'accord. Infiniment plus pour que la société puisse s'impliquer. Il n'y aura jamais d'implication de la société avec des structures hyper centralisées. Mais vous savez que ce n'est pas le courant actuellement. Hein? Je sais, mais on va devoir, de toute façon, on va devoir y arriver. Les pays qui s'en sortent le mieux sont les pays qui ont fait ça. La Suisse, ça marche bien, l'Allemagne, ça marche bien, tout ça est extrêmement décentralisé. Deuxièmement, changer fondamentalement le métier, donc le recrutement. Ça suppose d'avoir des gens qui, quand ils arrivent dans un cabinet ministériel,
ne répondent pas à la question « que dois-je faire ?», mais « allons voir qui sait faire ». Et que le métier de l'État soit fondamentalement de tirer profit de l'intelligence collective. C'est une véritable révolution culturelle. Et comme ce n'est pas simple de faire une révolution culturelle, parce que ce sont des cycles lents, mais inévitablement nous allons devoir y aller. Une des raisons pour lesquelles j'invite tous les mouvements citoyens à créer des actions, c'est que ça va faire venir dans vos rangs des gens qu'on appelle des faiseux. Vous savez bien que quand vous faites des réunions et qu'on parle de démocratie citoyenne, il y a toujours plein de gens qui veulent refaire le monde et assez peu qui sont prêts à bosser pour de vrai. Or, dans nos mouvements, il faut faire venir plus de gens faiseux. En France, faiseux est un terme positif, contrairement au Québec. Qui font. Des gens d'action. Des gens qui créent des boîtes, qui créent des programmes, qui créent du lire et faire lire, qui créent des jardins partagés, qui créent. Bon, parce que si nos programmes ne les créent pas, ne les fédèrent pas, on n'aura pas de personnel de remplacement pour diriger les structures publiques. On n'en aura pas assez. Il en faut plein en plus. Pour arriver à remplacer la dame là, qui est directrice de cabinet de Hulot, il faut mettre d'autres gens, quoi. D'autres gens ayant un savoir-faire. Donc plus on aura créé de grands programmes, plus on aura des administrateurs efficaces à la tête de ces programmes, des équipes, et plus on pourra travailler en profondeur et réparer les sociétés. Vous parlez souvent du partage de l'information et qu'il faut faire basculer un peu les soi-disant experts qui se présentent souvent comme ayant compris ce qu'il faut faire, alors que dans les faits, sur le terrain, la preuve est assez bien démontrée que ça ne fonctionne pas. Alors, vous parlez du partage. Qu'est-ce que ça veut dire dans votre esprit ? Il faut mutualiser. Il faut mutualiser. Mutualiser les bonnes idées, les bonnes actions, ça veut dire pas les idées, les actions. OK. C'est-à-dire l'idée passée au filtre du terrain. Ça fait 5 ans qu'on fait ça dans telle région. Ça marche. Tout à l'heure, je parlais avec des gens qui viennent de France et qui me parlaient de... ils travaillent sur la participation citoyenne. Actuellement, quand ils réussissent quelque chose, on n'a pas tellement de grands médias qui s'y intéressent. Donc, on a monté un énorme réseau qui s'appelle la Maison des Citoyens, où on va partager de plus en plus de vidéos. Il faut qu'on puisse simplement entendre ces gens. Comme un grand portail. Oui. Il faut vraiment qu'il y ait... Et un portail, pas par silo. Parce que sinon, dans tous les pays, vous voyez bien que l'économie sociale et solidaire s'est regroupée, les mondes des entreprises s'est regroupé, les assos se sont regroupés, l'armée, le truc, mais c'est pas transversal. Il y a peu d'endroits où ils couchent ensemble. La Maison des Citoyens qu'on a créée en France, c'est un endroit où ils couchent ensemble. Il faut qu'on arrive à créer un endroit où on puisse interviewer, à faire une vidéo d'un gendarme, de quelqu'un de l'économie sociale et solidaire, un patron boucher d'un syndicat de bouchers, artisans. Il faut que toutes les formes d'intelligence et de solutions puissent émerger, sans aucune forme d'a priori. Donc, de se retrouver avec, actuellement, on dit à peu près 35% du cabinet de M. Macron qui provient, pas du cabinet nécessairement, je pense de sa députation, qui vient de la société civile, ça augure bien d'une certaine manière ou pas? Alors, vous avez deux manières. Si vous voulez noyer le poisson et contrôler, vous faites rentrer dans un système ossifié des gens de la société civile. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Parce que le système est verrouillé. Oui. Parlementaire en France, ça pèse pas lourd.
parce que la Ve République en France a extraordinairement verrouillé. Donc vous pouvez mettre une chèvre ou je ne sais pas qui en député, en vrai, ça ne va pas changer grand-chose. Parce que notamment l'ordre du jour du Parlement n'est pas fixé par le Parlement, parce que la Ve République. Alors, en revanche, en com, ça fait la force. Mais dans notre système extrêmement centralisé, très napoléonien, la réalité du pouvoir est exercée par les cabinets ministériels qui rédigent 9 fois sur 10 le contenu réel des lois. Donc ça, vous pouvez faire une énorme opération de com, ça marche assez bien en com, mais en fait... Donc vous allez vous attaquer aux différents cabinets en démontrant la force et la possibilité de mutualiser des actions pour qu'ils y voient leur intérêt. Pour qu'ils y voient leur intérêt. Pour qu'ils y voient leur intérêt. OK. D'accord. J'aimerais ouvrir la discussion avec la salle et pour conclure, on reviendra. Est-ce que ça vous... Avant que tout saute. Avant que tout saute. Est-ce que vous dormez? Non. Vous réfléchissez. Vous vous posez des questions. Alors, il y a un micro que je vois là-bas, un autre là. Avez-vous des questionnements pour Monsieur Jardin? Oui, allez-y, monsieur. Dirigez-vous vers le micro là-bas ou celui-ci. Allez-y. Oui, mon collègue. Bonjour, j'ai énormément apprécié le volet où vous dites qu'il y a un changement systémique profond qui est à proposer. Dans la culture populaire, c'est que quand on va voir le gouvernement, on va lui demander de l'argent. Oui. Parce que c'est la solution, c'est l'argent. Et le gouvernement, lui, pour avoir de l'argent, va justement établir des programmes pour être capable de... Alors, dans ce que vous nous parlez pas d'argent, c'est-à-dire que quand on veut mutualiser, par exemple, un certain nombre d'actions, quand vous vous adressez au gouvernement, est-ce que vous allez demander de l'argent ou si les actions qui sont à poser, les actions citoyennes, n'en réclament pas nécessairement? Parfait. C'était Bruno Bergeron, commissaire à l'Office de consultation publique. Je vais prendre 2-3 questions, Monsieur Jardin. Est-ce que vous êtes capable de les noter? Vous voulez que je les note pour vous? La question de l'argent. La question de l'argent? Oui, moi, ça allait dans le même sens. Ça allait dans le même sens. C'est un énorme sujet. Monsieur, nommez-vous. Nommez-vous. Sylvain Duchesne, citoyen impliqué. Et Monsieur Duchesne, votre question, c'est qui finance c'est ça, là. Le système dans lequel on vit, c'est un système capitaliste où l'argent est concentré de plus en plus entre quelques mains, donc le pouvoir aussi. Alors, on ne vous entend pas nommer le système et nommer un système qui pourrait le combattre, vous donner des solutions pour influencer les gens, pour que les gens prennent conscience que pour changer la mentalité. Mais est-ce que ça va être suffisant ou va falloir mener des luttes plus musclées pour renverser ce système-là? Parfait. Je vous ai bien compris. Est-ce que je peux répondre? Parce que, oui, allez-y. La question de l'argent, ça dépend complètement des programmes. Parfois, on a besoin d'argent, parfois pas. Par exemple, l'extension de Lire et faire lire, ça a un coût, parce qu'on a besoin de plus de cadres dans chaque département. C'est un budget, on va demander un peu d'argent au ministère de l'Éduc, et puis on va prendre aussi énormément d'argent à des entreprises. Donc vous allez diversifier le financement. Oui, il ne faut pas qu'on soit tenu par quelqu'un. Ensuite, il y a une partie des actions, par exemple des actions de formation des lecteurs, qui sont très souvent prises en charge localement par les communes, qui ont elles-mêmes des bibliothèques, des bibliothécaires qui peuvent faire les actions de formation, qui sont plus à même, ça leur coûte moins cher, c'est plus simple. Donc on diversifie. Mais on met comme préalable qu'il faut d'abord engager le mouvement avant de se poser cette question. Parce que si on se pose la question du fric, on ne décolle jamais. Et puis en chemin, on trouve des alliés. Ensuite, les questions systémiques. Quand j'ai évoqué la question de la décentralisation, ce n'est pas quelque chose qu'on peut juste, en venant toquer à la porte, dire « ce serait sympa de le faire ». Donc, lorsque vous évoquez
un système économique, tous ces changements-là, on touche aussi à la loi. Je suis convaincu d'une chose, c'est que tout changement est un processus. Si vous mettez comme préalable le fait de modifier les systèmes, vous ne changez rien. Et surtout, beaucoup plus ennuyeux, si vous réussissez votre aventure politique, que vous la marketez bien, et que vous accédez au pouvoir central, si vous n'avez pas donné à votre pays l'habitude de ce changement de comportement, pour la France, ça ne sert à rien d'être à l'Élysée et de donner l'ordre aux Français de devenir adultes. Vous voyez? Donc, c'est aussi... Je pense que ces changements structurels doivent avoir lieu, mais qu'il vaut mieux les engager ce qui est possible de faire tout de suite. Parfait. Avant d'envisager, ne serait-ce que pour changer la culture, ce qui n'est pas rien. Hein. Je vais aller à madame là-bas. Allez-y, nommez-vous. Oui, bonjour. Amélie Côté de Citoyenneté Jeunesse, donc du réseau des forums jeunesse. On est un des réseaux de concertation qui avait été finalement coupé par le gouvernement en 2015, oui, mais qui a survécu grâce à l'engagement bénévole. En fait, on est passé d'un budget de 14 millions à 0 million et nous, 2 ans plus tard, nous sommes encore présentes finalement parce que beaucoup de gens y ont cru et en fait, ça fait beaucoup de faiseux et généralement, ce qu'on peut constater aussi, c'est que les faiseux font beaucoup. Et donc, ma question est en 2 volets. Quelles sont les ressources? Parce qu'il y a toujours un risque de fatigue de la part des gens qui s'impliquent énormément. Donc, quels sont les moyens qu'on peut mettre en place pour, d'une part, les appuyer là-dedans? Parce que généralement, ça va être de l'implication bénévole. Et on parlait de l'argent tout à l'heure. C'est sûr que ça prend du temps et de l'énergie pour pouvoir s'impliquer. Et d'autre part, comment est-ce qu'on peut élargir cette base de personnes qui s'impliquent? Parfait. À votre avis. On va attendre un petit peu, Alexandre. On va prendre une autre question. Monsieur, allez-y. Oui, bonjour. Mon nom est Antonio Artuso. Je suis de l'École de formation populaire de Montréal. Oui. Il y a 1 an et demi, nous avons formé un groupe de latino-américains. Nous avons commencé à réfléchir sur l'économie, sur la politique, sur les faits sociaux et sur l'histoire. Okay. Nous sommes des Haïtiens, des Brésiliens, des Latino-Américains qui avons vécu des dictatures. Et il y a des Canadiens parmi nous, bien sûr. Et notre idée, c'est que les gens doivent d'abord comprendre qu'est-ce que c'est que le système capitaliste. Le système capitaliste, je suis allé au Bangladesh, j'ai vu comment est-ce qu'on fabrique nos pantalons qui sont vendus ici à Walmart par la compagnie George. Il y a une région qui s'appelle Narayanganj, c'est 3 millions d'enfants, de femmes et d'hommes qui travaillent 10 à 14 heures par jour, 6 à 7 jours par semaine et qui gagnent 20 à 30 dollars par mois. Je vais vous demander de concentrer votre question. Alors, je concentre ma question. La question, c'est que comment est-ce que nous pouvons... nous devons mobiliser, nous devons faire un front uni contre le néolibéralisme. Moi, je suis communiste depuis 50 ans. Et la question, lorsque je parle de capitalisme à des gens qui viennent d'Amérique latine, qui sont venus s'installer ici, ils disent, oui, mais le capitalisme a des bonnes choses. Alors je leur demande, est-ce que vous êtes d'accord avec le néolibéralisme? Alors la question, c'est comment faire un front uni contre le néolibéralisme, le néofascisme qui se développe dans tous les pays et la guerre qui est devenue quelque chose de permanent. Parfait. La question, c'est de faire ce lien. Parce que dans nos pays, tous les gouvernements qui ont défendu le peuple, Salvador Allende ou Lumumba en Afrique, ont été renversés par la violence, par l'impérialisme, par la torture, par la guerre. Et nous sommes en train de... si nous n'avons pas une conception de classe sociale, le prolétariat, ceux qui n'ont rien, et les capitalistes, ceux qui ont tout, comment est-ce que nous pouvons donner aux jeunes qui sont ici une compréhension de la réalité? Merci. Parfait. Donc, comment on peut lutter contre ces inégalités croissantes? Allez-y. Je respecte votre position, mais ce n'est pas du tout la mienne.
C'est-à-dire que je suis convaincu qu'un discours général désincarné ne pourra plus pénétrer largement nos populations. Je vais vous prendre la question, comment le libéralisme fonctionne en ce moment en France sur la question du lait, le prix du lait. C'est un problème que nous n'arrivons pas à régler depuis des décennies, et il y a un marché fou qui est en train de détruire progressivement notre paysannerie. Et on a des grands groupes, c'est très centralisé, qui imposent aux producteurs des prix complètement fous, avec des suicides en masse de nos paysans. Je vais vous dire comment on traite ça. Pas par un discours général, parce que je pense que le gros de la population s'en fout. Par des actions. On a soutenu une marque en France qui s'appelle la marque des consommateurs. Ce sont des communautés qui ont défini sur Internet les qualités de la brique de lait. La pinte de lait qu'on dit oui, ici. La pinte de lait. Vous êtes prêt à payer quoi pour qu'il y ait quoi dans la brique? Et que ce soit équitable pour tout le monde. Oui. Ils ont fait une marque. C'est parti de 60 exploitants d'un département français qui s'appelle l'Ain. Ces 60 exploitants devaient fermer. Cette marque est sortie. On a fait une intense promotion. J'ai beaucoup participé. Aujourd'hui, ils en ont vendu 10 millions de briques de pinte de lait. Même si elle est plus chère. Elle est plus chère. Parce que les gens. Mais les gens votent. Ils votent. En achetant leur brique de lait au supermarché d'à côté. Ça va passer de 60 exploitants à peu près 1000 à la fin de l'année. 10 millions de pintes de lait, c'est beaucoup. Résultat, quand les contrats qui lient les producteurs aux gros acheteurs arrivent à leur terme, en ce moment en France, ils préfèrent aller dans l'endroit où on gagne sa vie. Du coup, ça va avoir un effet systémique et le grand groupe français qui s'appelle Lactalis va être pris à la gorge. Ça, c'est une brique de lait que les Français sont en train d'acheter. C'est une brique bleue. Il y a marqué « C'est qui le patron ?» sur la brique. Et les Français sont en train d'acheter ça. Nous allons beaucoup plus vite que dans une dénonciation globale qui peut procurer des satisfactions identitaires, mais qui ne va pas changer la question du lait. Donc, nous procédons vraiment par des actions. Et pour revenir à cette première question, comment élargir la base? Oui. Et pour que ça ne s'essouffle pas. Faire des actions concrètes. Parce que vous avez beaucoup plus de gens qui sont intéressés par quelque chose de concret que par un discours général sur la participation citoyenne. Et dans le plaisir. Oui, et dans le plaisir. Et dans le plaisir. Quand j'étais à Metz, j'ai vu ce qu'ils font avec les jardins partagés. Bon. Il y a un mouvement qui vient d'Angleterre, j'ai oublié leur nom. Hein? Les incroyables comestibles. C'est jubilatoire, leur truc fonctionne. Les gens ne viennent pas dans les jardins partagés au nom d'un discours sur la citoyenneté. Ils viennent parce qu'ils ont envie de faire un jardin. Et que dans les jardins partagés qui sont en bas des immeubles, il se trouve qu'en plus, ça crée une vie de quartier complètement différente. Les gamins sont dans la rue autour des jardins, c'est complètement différent. Quand vous raisonnez par des actions concrètes, vous avez 10 fois plus de gens, surtout si vous additionnez les initiatives, et ensuite ils se disent, tiens, c'est vrai que tout ça a un lien. En fait, on est acteur. Et voilà. Et ça touche la citoyenneté. Et en plus, sur les actions, vous pouvez lever des fonds. Parce qu'il y a des gens qui vont être intéressés par le financement des actions précises. Alors que c'est toujours beaucoup plus compliqué d'aller chercher de l'argent pour quelque chose de théorique. Bien sûr. Donc, moi, je ferais comme ça. En tout cas, c'est ce qu'on fait. Je ne dis pas que j'ai raison, hein. Mais c'est ça que vous allez faire. C'est ce qu'on fait, et pour l'instant, c'est quand même ça qui crée une dynamique. On pourrait continuer. J'ai déjà dépassé le temps. Je suis vraiment désolée. En terminant, vous dites dans votre livre, la question qu'il faut se poser, c'est qui voulons-nous être? Oui.
et non pas qui voulez-vous être vous individuellement, mais le voulons-nous assez fort. J'aimerais que vous fassiez un petit moment de projection. Dans 10 ans, la participation citoyenne ressemblera à quoi, croyez-vous, chez vous, à tout le monde? On aura gagné. Et je vais vous dire pourquoi on aura gagné. On aura gagné pour une raison simple, c'est que c'est joyeux. Et qu'à un moment, c'est le type le plus joyeux qui embarque la fille. C'est l'histoire du monde. Et qu'à un moment donné, les actions concrètes sont faites par des gens qui s'éclatent entre eux. Alors que si on est dans un discours de dénonciation, c'est quand même pas très gai. Alors bien sûr, je ne suis pas angélique, je sais très bien que les dictatures existent, que les guerres existent, mais simplement, si on veut que plein de gens y viennent, il faut que ce soit joyeux. L'être humain aime le plaisir, donc les gens reviendront vers du plaisir. Et à ce moment-là, on va progressivement démoder la vieille façon de faire de la politique, qui malgré tout est lugubre. Mais cela dit, vous continuez de croire qu'on a besoin d'élus et qu'il faut continuer d'élire des représentants. Je dis que ça ne suffit pas. Si ce soir, on a une majorité de 450 députés en France qui repose sur 10% des citoyens, nous avons clairement un problème. Mais pour qu'on arrive à populariser la démocratie citoyenne, il faut qu'on arrête de ne pas être concret. Et on ira plus vite, c'est tout. On ira beaucoup plus vite. Et vous dites, en terminant, combien c'est important de revaloriser le courage politique. Oui, la joie, mais aussi se tenir debout et se mettre en marche. Oui, mais c'est nous. Oui. Le problème, c'est jamais la classe politique. Le problème, c'est nous. Est-ce qu'on est lâche? Est-ce qu'on est courageux? Est-ce qu'on est capable de... Est-ce qu'on passe notre temps à dénoncer ou est-ce qu'on le fait, quoi? Alors, le faire, c'est plus fatigant, on échoue, on se plante, on truc comme ça. Mais cette forme de courage, et surtout, c'est très important que dans les mouvements citoyens, des gens viennent en sortant de la culture de la dénonciation. Parce qu'il faut qu'on arrive à embarquer un maximum de gens totalement jouisseurs. Sinon, ça va devenir un truc de vertueux. Et sans doute que la clé, contrairement à ce qui s'est passé depuis 40 ans, c'est qu'avec les nouvelles plateformes, avec la nouvelle façon de faire circuler l'information, on peut faire savoir le travail de ces jouisseurs de la cause citoyenne. Oui. Alors qu'avant... Et surtout, ça n'a pas de coût de le faire savoir. Exactement. Par nos communautés. Il ne faut pas d'argent pour ça. Mesdames, Messieurs, je crois qu'il mérite une main d'applaudissement. Monsieur Alexandre Jardin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Restez là un instant. Ah! Dominique! De vous remettre un petit cadeau, Monsieur Jardin, des rues de Montréal, pour vous remercier d'être venu parmi nous, et du chocolat à l'effigie du 375e de Montréal. Quand tu l'as mangé, c'est fini. Un truc de jouisseur. Un truc de jouisseur. Merci, Dominique. Merci beaucoup. Allez-y. Merci, Monsieur Jardin. OK, chers amis, écoutez, on aurait pu faire durer ça encore plus longtemps. Je vous invite à lire ce livre, Révoltez-vous avec bienveillance. Je vous invite à découvrir, s'il vous plaît, je vous invite à découvrir la foire des toolkits au cœur des sciences où vous prenez votre café et vos lunchs, plein d'outils d'animation, de trousses de consultation. On voit les outils de l'Office de consultation publique, celles de Bordeaux Métropole, de Participédia, du CNDP, la Commission nationale du débat public en France. À partir de 15 heures, vous avez une série de 4 ateliers, dont 2 participatifs. Faites vos choix. Il y aura une autre pause à 16h30. Et là, vous aurez un dernier bloc de 3 ateliers de 17h à 18h30. Je pense qu'on veut vous tuer pour vous garder ici jusqu'à 18h30 ce soir.
Mais il y a 2 conférences, donc entre 17 et 18h30, dont un dialogue. Alexandre, s'il vous plaît, c'est compliqué. 2 conférences et un dialogue sur l'inclusion entre Montréal et Hazebrouck, communauté de Flandre. Ça a l'air vraiment intéressant, département du Nord de France. OK, demain matin, 8h30 ici, nous aurons plusieurs maires élus des 4 coins du monde qui vont venir débattre de leur implication. Merci, bons ateliers.